Bonjour à toutes et à tous. Eh ben, nous nous retrouvons pour cette deuxième journée après, enfin j'allais dire cette deuxième journée de la sensibilité, mais enfin le lendemain de la journée de la sensibilité et le deuxième week-end de la quinzaine de la sensibilité. Alors nous avons eu un petit problème avec le direct, ce qui fait que du coup cette vidéo, eh ben, qui devait avoir lieu en direct sera enregistrée, mais n'hésitez pas à commenter, à faire part de toutes vos remarques, vos observations, vos partages et vos questions dans le chat, enfin qui ne sera pas non plus exactement le chat du coup, mais dans les commentaires sous la vidéo. Et puis nous y répondrons tous les trois, enfin en fonction des questions qui sont posées ou des remarques qui sont faites. De la même façon, j'allais dire que si ça avait été en direct, en tout cas dans le chat, pas tout à fait, parce que bien sûr, on ne pourra pas rebondir en direct à l'oral sur ce que vous dites, mais ça n'empêche pas qu'on pourra répondre à toutes vos questions. Donc, je suis très heureux pour cette nouvelle journée de la quinzaine de la sensibilité d'accueillir Jean-Michel Allouin. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Alban, merci de ton accueil. Et bonjour Isabelle, Isabelle Durpois, avec qui bah voilà, on a fait beaucoup de choses, notamment dans Surdouessance, et que je suis très heureux, particulièrement heureux de retrouver avec nous en live, voilà, dans la quinzaine de la sensibilité. Ça va Isabelle? Mais ça va bien. Je savais pas si je pouvais parler ou pas. Mais ça va très bien. Bonjour à tous. Et oui, bah, moi aussi, je suis ravie de retrouver tout le monde, toute cette petite famille qui grandit. Donc voilà, alors enfin, il y avait deux titres, du coup, deux thèmes à cet entretien, puisqu'il y a le titre de Jean-Michel et celui d'Isabelle. Alors on va commencer avec le témoignage de Jean-Michel qui va nous parler de l'entrepreneuriat sensible et de son expérience. Écoutez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à nouveau de ton accueil, Alban. Je souhaite donc profiter de cette invitation pour témoigner de mon rapport à la sensibilité au travail, et notamment donc en tant qu'entrepreneur. Comme j'ai dit dans la petite annonce de cette, euh, de cette conférence, je suis entrepreneur pardon, depuis 18 ans. Et c'est vrai que pour rentrer tout de suite en matière, j'ai tenté de m'adapter considérablement au système, c'est-à-dire j'ai mécanisé mon rapport à l'activité pendant pas mal d'années pour répondre aux nécessités du marché. Et c'est vrai que cette mécanisation de soi a fini par m'épuiser. Donc pour faire assez court donc mon témoignage, je dirais que euh, je me suis désensibilisé à force de cette mécanisation de soi dans le rapport à la production. Et j'ai fini par faire un burn-out le 5 décembre 2017, à 8h20 du matin, pour être précis. C'est un événement qu'on n'oublie pas, puisque ça nous tombe dessus. On n'a pas conscience de se fatiguer. On prend l'habitude de travailler énormément, on se fatigue, mais la fatigue devient une normalité au travail. Et donc ce burn-out était survenu d'un coup, ce qui m'a empêché de travailler pendant quelques mois, je dirais entre 6 mois et un an. Donc, ce qui est assez considérable dans le cadre de la gestion d'une entreprise. Et dans cette période d'inactivité donc forcée, l'entreprise en question a pris 500 000 euros d'impayés, ce qui a dû donc engendrer la cessation d'activité au 7 janvier 2019. Donc de là, si vous voulez, ce que j'essaye de dire, c'est que la nécessité, voire l'obligation de s'écouter est vraiment vitale, puisque le fait de s'adapter à un système donc froid et mécanique, alors je suis un peu dur avec le système actuel, mais c'est vrai que la sensibilité n'est pas quelque chose qu'on valorise. C'est une chose qu'on doit cacher au quotidien pour essayer d'être le plus productif possible. Et cette sensibilité qu'on cache, pour moi, est une aberration, puisque elle est le propre de l'homme. La sensibilité, c'est ce qui permet d'être en lien avec les autres, d'être en lien avec soi-même, d'être en lien avec le monde qui nous environne. Et je pense que le système actuel, qui tend justement à rendre insensibles les individus, je pense que c'est une aberration. Donc, si vous voulez, je le savais déjà avant que ce burn-out arrive. Une fois qu'il est arrivé, j'ai vraiment appris dans ma chair qu'il fallait justement être qui l'on est, ne pas avoir une sorte de masque, entre guillemets, social qui permettrait de répondre aux obligations du marché. Donc, entre 2017 et 2019, j'ai été donc dans une période de soins, je dirais. J'ai dû faire attention à mon mode de vie. J'ai dû revoir un peu l'hygiène de vie, donc la nourriture, le sport, le sommeil. J'ai dû repartir sur des bases saines pour retrouver une activité, je dirais à peu près
normale et plus en cohérence avec qui je suis au fond. Euh, Au niveau donc de l'impact de cette cessation d'activité, bien sûr, ça ne concerne pas uniquement donc la profession, ça a concerné bien sûr tous les domaines personnels, donc amical, amoureux, familial. Et ce que je souhaite témoigner ici, c'est que il ne s'agit pas simplement de valoriser la sensibilité, de dire qu'il faut être sensible. Je dis simplement que les conséquences du fait de s'adapter à un système un peu mécanique, les conséquences sont désastreuses. Donc je pense que le fond de mon message aujourd'hui, c'est de faire passer le fait qu'il faut prêter attention à soi-même, prêter attention aux autres, trouver un certain équilibre de vie entre la productivité et le soin de sa personne. Donc j'ai été pendant 2 ans un petit peu dans cette période de soins où j'ai réappris à concilier avec ma sensibilité. J'ai donc décidé de créer une nouvelle entreprise en fin 2019, là où je me sentais un peu plus revigoré. Et malheureusement, donc, le deuxième événement qui s'est passé, vous le voyez venir, c'est le Covid, qui m'a particulièrement euh, freiné donc une deuxième fois. À cela s'est ajouté donc une rupture des ligaments croisés donc au sport, puisque j'avais repris une certaine hygiène de vie, je faisais beaucoup de sport. Et donc, il s'est ajouté à cette période de Covid un accident donc, physique, la rupture des ligaments croisés. S'est ajouté à ceci une tendinite assez importante à l'épaule droite. Donc j'ai eu une succession d'événements qui a malheureusement ajouté au malheur survenu suite au burn-out. Donc pour résumer un petit peu la situation, cela fait 4 ans que j'ai eu et vécu des choses un petit peu douloureuses qui m'ont entaché donc professionnellement et personnellement. Et là où je souhaite en venir, c'est justement à ce rapport à la sensibilité qui pour moi a été à la fois quelque part la cause de ce burn-out, donc le fait d'être peut-être trop sensible par rapport au monde qui m'environnait, m'a mené certainement à ce burn-out. Et la deuxième chose, c'est que cette sensibilité est, je crois, aussi une forme de force, dans le sens où on peut être résilient assez rapidement, malgré les événements très douloureux qui peuvent arriver. On peut arriver à être très résilient et à rebondir assez rapidement malgré donc les conséquences de ce que je viens d'évoquer. Donc tout ceci pour essayer de m'exprimer en tant qu'entrepreneur et de dire que qu'il s'agisse de salariés ou d'employeurs, nous sommes tous des êtres humains et je pense qu'il faut prendre en considération euh, la vie. Alors ça paraît un petit peu banal de le dire ainsi. On a tendance à oublier que nous sommes des êtres humains, on a tendance à foncer tête baissée, à avoir la tête dans le guidon, comme on dit. Et je pense qu'il est nécessaire de prendre un peu de recul sur sa personne, sur son activité, pour trouver justement cette voie du milieu, cet équilibre de vie entre les obligations donc, de la vie quotidienne et l'obligation de prendre soin de soi. Et je souhaite dire que le fait de prendre soin de soi n'est pas un narcissisme, ce n'est pas quelque chose qui est c'est pas un égocentrisme, si vous voulez. L'amour de soi est complètement différent du narcissisme. Et c'est en prenant soin de soi qu'on arrive quelque part à rayonner un petit peu autour de soi. Je pense qu'il y a une forme de, de prolongement dans, enfin, dans le rapport au monde que nous entretenons au quotidien. Je m'arrête peut-être ici si vous avez des remarques ou questions. Mais moi, personnellement, je trouve que tu as passé déjà énormément de messages en très peu de temps. Et que des questions et des remarques, il y en aurait tellement à faire voilà, parce que tellement de sujets ont été abordés, autant dans le fait d'être dépassé par le travail quand on est hypersensible, quand on est ultra sensible, vu qu'on capte davantage, même si même si l'étiquette entre guillemets est importante dans le sens de la prise de conscience de qui on est, mais ensuite il faut un peu faire fi de cette étiquette pour pouvoir vivre, parce que sinon on se formatise soi-même, on s'auto-formate pour être encore plus hypersensible, et je trouve ça, oui, difficile. Mais le burn-out touche énormément de monde, hein. Moi-même, j'en ai fait un en étant entrepreneur, donc je crois que ce n'est ni une honte, ni un signe de faiblesse, mais bien un signe que le monde n'est pas forcément adapté pour tout le monde. Le Tout à fait. système, en tout cas. Enfin, le Je système ne est sais même pas industriel. si,
Non, Pardon, je Alban. disais que je sais même pas s'il est adapté à quelqu'un. En fait, il est adapté à des gens qui s'adaptent à lui, mais est-ce qu'il est adapté à des vraies personnes? Je crois pas. C'est ça. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Jean-Michel, mais Non, je suis d'accord, je pense qu'on vit dans une société industrielle depuis plus de 200 ans, et cette société industrielle considère l'être humain comme un objet utile, ce qui est une aberration. Considérer l'autre comme un objet utile, c'est quand même très grave. Et je crois qu'on baigne dans ce système industriel qui a quelque part, qui parfois broie les âmes. Et c'est à nous à justement adapter entre guillemets notre rapport à la production, comme je l'évoquais plus tôt. Mais le monde est en train de changer et je crois que l'Observatoire de la sensibilité est une des bonnes actions qu'on peut apporter au changement. on a beaucoup parlé, ça hier, justement, à l'occasion de la Journée mondiale de la sensibilité, de ça, du changement que beaucoup déjà commencent à voir, même s'il est encore minime peut-être à échelle globale, mais ça, voilà, ça, on sent quand même enfin, on sent et on constate des choses quand même qui vont dans le bon sens. Donc après, ben oui, à nous de lancer l'élan pour que ça puisse fleurir et vraiment porter ses fruits dans les différentes couches de la société. Tout à fait. Je, je souhaitais donc apporter la. J'ai parlé un petit peu du passé. Maintenant, j'aimerais passer surtout, enfin, parler surtout de l'avenir et notamment de la posture qui est pour moi un bon entrepreneur, quelqu'un qui justement arrive à concilier donc la vie et la nécessité de produire. Euh, je pense qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui, euh, qui s'entoure de talents et de personnes profondément sensibles, sensibles à l'activité évidemment, mais sensibles aussi au besoin d'être créatif. Je pense que le salarié ne doit pas être confiné, enfermé dans un rôle particulier. C'est-à-dire que là, je me pose en opposition au système fordiste, tayloriste, de sorte que chaque salarié ne soit pas affilié à une tâche particulière, mais plutôt à une compétence euh, qui lui permette de s'émanciper un peu. Je ne sais pas si je suis clair, mais je pense que chacun doit avoir une certaine créativité au travail. Et pour moi, ce qui est un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée de la valeur partagée et pas uniquement de la valeur ajoutée. Autrement dit, c'est quelqu'un qui arrive à s'effacer un petit peu derrière ces éléments et qui permet justement de chacun d'être entreprenant et presque entrepreneur au sein même de l'entreprise. Donc c'est une forme de gestion qui va un peu contester la forme pyramidale, en sachant que bien sûr le géant reste décisionnaire, mais il est très très à l'écoute et très enclin à appliquer les idées de ses équipes. Donc je pense qu'on a ici une forme d'approche qui est très différente de ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Moi-même, j'ai été salarié pendant plus de 5 ans et j'ai pu expérimenter donc des entreprises où j'avais aucune marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'il fallait que j'applique à la lettre les règles. Alors, je dirais pas de non par correction et par pudeur, mais c'est vrai qu'on avait parfois des textes à suivre absolument. On n'avait pas le droit de changer une virgule, un mot. Il fallait donc réciter les, les règles. Donc, j'ai trouvé ça complètement castrateur et anti. C'était contre-productif. Je pense qu'à terme, on devient épuisé justement à suivre des règles strictes. Mais ça, c'est souvent une question qui se pose, hein, le court terme et le long terme. Des fois, ce qui est efficace à court terme ou ce qui repousse un peu les problèmes ou les trucs à court terme, ça paraît efficace. Mais en fait, c'est vrai qu'à terme, c'est très délétère. Mais souvent, effectivement, c'est la logique du court terme qui prime dans tout ce système-là. Et c'est ça qui entraîne ouais, les dérives qu'on voit, hein. C'est cette politique du court terme. Tout à fait. Puis on voit d'ailleurs dans ces genres de structures un turnover considérable. Ils changent les équipes constamment. C'est très rare d'avoir une personne qui va rester 10, 15, 20 ans au même poste. Donc c'est vrai que la logique du court terme, elle est utile dans un espace-temps donné, mais on voit, d'ailleurs, le turnover empêche la cohésion, la fameuse cohésion d'équipe, Ouais. parce que le fait de changer le personnel empêche justement cette vision commune et cet emprunt vers un but commun. Donc, je pense qu'on a un souci avec ce type de fonctionnement qui est, je crois malheureusement, encore très en place. Isabelle, toi qui es artiste, Oui. comment Mais tu entrepreneuse aussi, es entrepreneuse? Oui.
Oui, 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 et volontaire en plus. Je veux dire, ben, on l'est tous volontairement, mais je suis passée aussi par des tas de métiers différents. J'ai été auxiliaire vétérinaire, enfin, j'ai fait mais tellement de trucs. Mais au final, je me suis rendu compte que j'étais toujours prisonnière. Je me sentais étouffée dans tout ce que je faisais parce que j'avais plein d'idées. Je voulais enfin, je voulais révolutionner les choses en fait, et c'était absolument pas possible. Mm. Donc, même de faire bouger qu'un tout petit peu, ça prenait tellement de temps. Enfin, ça me révoltait. C'était pas pour moi. C'était Mm. pas pour moi du tout. Donc pour le coup, ben oui, je me suis dit, mais écoute Isabelle, plutôt que de faire ou cette chose, ou encore ça, et qu'on te dise non, surtout ne bouge pas, reste bien dans le cadre. Je me suis dit, je suis hors cadre. Eh ben, autant faire une entreprise hors cadre. C'est-à-dire que ben voilà, je suis devenue artiste, mais je ne fais pas que ça. Je fais tout ce que j'aime. Donc j'ai des tas de formations parce que j'avais vraiment envie d'apprendre plein de trucs. Mais mais j'ai trouvé le lien qu'il y avait dans tout ce que j'ai fait, et j'ai remarqué que le point commun dans tout ce que j'ai fait, c'était quand même aider l'autre, aider le Mm. vivant, que ce soit l'humain, que ce soit l'animal, et fédérer, générer, enfin, créer du beau quelque part. Parce que je suis une esthète dans l'âme, mais je suis aussi une esthète de l'humain, de la terre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu bancal peut-être comme terme, mais, euh, mais voilà. Donc pour le coup, je donne des cours d'art. Dans mes cours d'art, c'est jamais des cours d'art simples. Je vais prendre en compte comment se sentent les gens, voir où sont leurs blocages. Et du coup, je vais toujours utiliser, même sans qu'ils le sachent vraiment, des techniques de respiration, des techniques libératrices pour eux qui vont les amener à eux-mêmes se découvrir et se dévoiler et à dévoiler leurs talents. Euh, et pareil dans tout ce que je fais, que ce soit des tableaux, que ce soit... Voilà. Et pour le coup, c'est vrai que je fais plein de choses, d'où le fait que je suis aussi entrepreneur, et que j'essaye voilà, de fédérer et de distribuer du bonheur tout autour de moi. Ah, c'est très beau, c'est très beau. Tu participes à la beauté du monde à travers ton art, c'est très très beau. Bah, C'est j'essaye de faire en sorte que les autres le fassent également. Parce que le faire soi-même, c'est bien, mais au bout d'un moment, je veux dire, égoïstement, l'ego, il en prend, mais ça ne suffit pas. Ça ne Mm. suffit pas. Il faut aller au-delà de ça. Puisque moi, j'ai envie d'un monde dans lequel je me sens bien. J'ai envie de voir des gens heureux autour de moi. J'ai envie de voir des gens épanouis. Pourquoi? Parce que égoïstement, c'est très enrichissant pour moi aussi d'être bien entourée. Donc, bah voilà, j'essaye de faire évoluer les choses en ce sens-là, dans la mesure du possible. Tu évoques l'ego, mais je pense que c'est pas. Je pense qu'il y a un bon ego et un mauvais ego. Et je crois que toi, ton ego, il sert ton projet. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui mettent leur projet au service de leur ego. Et je pense que c'est une mauvaise manière d'utiliser d'être en rapport avec son ego. Mais pour toi, je pense qu'il y a quelque chose de très profond et très beau, justement. C'est que tu mets ton ego au service de ton projet. Et je pense que c'est une bonne manière d'appréhender l'entrepreneuriat. Bravo pour ça. Bah, je te remercie. Mais bravo à toi aussi, puisque c'est ce que tu es en train de faire. Exactement, j'essaie de le faire. Et puis, alors, ça fonctionne à micro-échelle aujourd'hui parce que la société est encore naissante. C'est une petite entreprise. Mais j'ai pu, pour être très concret et très factuel, m'entourer de deux équipes qui sont de nationalité franco-turque. Et ils ont tout compris. C'est-à-dire que moi qui aime la philosophie, ça fait une vingtaine d'années que j'écris dans mon coin, j'ai peu eu besoin d'exprimer profondément et clairement donc, ma philosophie auprès de ces équipes. Ils l'ont senti, ils l'ont incarné, ils l'appliquent. C'est-à-dire qu'il y a une forme de cohésion naturelle qui s'est faite, et je trouve ça magnifique parce que, par exemple, je reprenais un petit peu je vais reparler un peu des événements que j'ai traversés. Quand j'étais mal au point, euh, c'était les premiers à être présents et à répondre concrètement. C'est-à-dire qu'ils se sont occupés de certains chantiers, ils ont été au bout de leur travail, et sans que je demande. C'est là où il y a quelque chose d'assez beau, c'est qu'il y a une forme de communication, de communion euh, indépendante, indépendante des mots. Et ce que j'essaie de mettre en place à micro-échelle, bien sûr, je vais essayer de développer en fait cet état d'esprit,
Donc, arriver à joindre la qualité des hommes avec la qualité du travail et dans une sorte de fraternité. Alors, c'est un grand mot, la fraternité, mais je pense que c'est un joli mot, une belle, un joli but à atteindre et qui est possible d'incarner chaque jour au quotidien. Et si j'arrive à insuffler cette manière d'être au travail, au-delà, donc c'est là où on se rejoint par rapport à toi et ton projet artistique, je pense on a une possibilité de changer un petit peu à notre échelle la société actuelle. Mais je pense complètement, d'autant plus que pour t'avoir entendu parler à tes équipes, tu es le patron, mais tu ne prends jamais cette position de patron écrasant où je ne t'ai jamais entendu te mettre en colère. Au contraire, tu es dans la communication, tu amènes l'autre à réfléchir, à prendre conscience, à évoluer, et tu as su instaurer cette relation de confiance qui est merveilleuse quelque part. Et je pense que quand on commence à montrer à l'autre qu'on a confiance en lui, euh, on lui ouvre la clé de tous les potentiels. Et c'est ça qui est merveilleux. Je pense que la confiance, enfin, faire confiance à l'autre, quelque part, c'est dangereux parce qu'on devient vulnérable, on s'ouvre à l'autre, on remet le pouvoir à l'autre, le fait de faire confiance, mais quelque part, je pense qu'il y a une forme de lâcher prise nécessaire. Alors c'est dangereux, encore une fois, sur le plan personnel et professionnel, il y a des erreurs qui peuvent arriver, mais je pense à Darty, alors je me permets de faire la pub, tant pis, c'est une mauvaise pub, hein. C'est que le slogan de Darty, pour moi, il est complètement contradictoire, c'est-à-dire que le fameux slogan le contrat de confiance, c'est une chose pour moi qui est un petit peu aberrante, puisque lorsqu'on fait confiance, justement, on ne contractualise pas les Mm. relations. Donc le slogan est pour moi une sorte d'aberration et c'est ce contre quoi je tends au travail avec mes équipes. Et toi, Alban, t'en penses quoi? Ah bah, la confiance, ça me fait beaucoup penser parce que je trouve effectivement que bah, c'est comme dans beaucoup de choses dans la vie, hein. Je trouve que des fois, quelque chose qui nécessite de l'attention, du soin, je vais dire, parce que j'allais dire au départ des efforts, mais je trouve que plus des efforts, je préférerais dire que ça nécessite beaucoup de soin. Et après, ça rend les choses beaucoup plus faciles. C'est un peu comme de s'accepter aussi. Je trouve que la confiance, bâtir une confiance comme ça avec ses équipes, avec les personnes avec qui on œuvre, c'est quelque chose qui demande du soin, une intention du soin, une attention, un engagement, mais après, ça rend les choses tellement plus faciles et tellement plus agréables que ça vaut vraiment le coup d'accorder ce soin et de pas effectivement repousser ça en disant oh bah non, enfin vaut mieux ériger des principes très effectivement contractualisés ou autre chose plutôt que de faire ça parce que ça demanderait trop d'efforts entre guillemets, alors que non, puisque tout, enfin déjà parce qu'on va recevoir après, puis on va pouvoir mettre dans une dynamique où les choses seront beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles, où il y aura beaucoup moins de questions à se poser. Donc voilà. Mais souvent, on oublie que, mais c'est toujours la politique du court terme, je vais revenir un peu à ça, mais souvent, on oublie que quelque chose qui nous demande effectivement peut-être beaucoup d'engagement au départ, mais ça nous rend la vie beaucoup plus facile après. Et au lieu de ça, on est souvent dans un schéma où on est tout le temps en train de repousser l'urgence comme ça, puis du coup, où tout devient compliqué, ou en tout cas où il faut se débattre un peu chaque jour parce que les conditions n'ont pas été établies pour que ça soit euh, sympa, j'allais dire, en tout cas pour que ça soit voilà, fluide, agréable et, et bon pour tous, quoi. Tout à fait. Et je pense que l'ego est fatigant quelque part. Les batailles d'ego au travail, qui sont malheureusement très courantes, c'est fatigant. C'est-à-dire que je pense qu'on peut tendre vers un objectif donné ensemble, sans partir dans une bataille d'ego pour savoir qui fera quoi, quand, qui sera le premier. Je pense que la compétition, à certains égards, elle peut être vertueuse, mais souvent, elle est contre-productive. On arrive à perdre un petit peu le goût du travail bien fait quand on voit les personnes batailler entre elles pour essayer d'avoir le plus grand mérite par rapport aux voisins. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est dommageable et qu'on peut contrecarrer justement en appliquant cette confiance qui est difficile qui est difficile à mettre en place, hein. Ça, c'est une vérité, mais une fois qu'elle est là, une fois qu'il y a une vision commune, une confiance, euh, comme tu disais, Alban, ça va tout seul. C'est fluide. Donc je pense qu'il y a des efforts à faire enfin des efforts. Est-ce qu'il faut vraiment faire l'effort de faire confiance? Je pense que ça part du cœur.
Je pense que ça part du C'est cœur. vrai. Je pense qu'on a cette inclination envers l'autre naturelle. Et il faut apprendre aussi parfois à doser, parce qu'on ne connaît pas absolument tout le monde euh, d'emblée. Oui, il y Mais a un je équilibre, hein, pense c'est comme tout. tout à fait, tout à fait. Et là où je voulais en venir, c'est que je pense pas qu'il faut absolument vouloir connaître l'autre pour commencer à faire confiance. Au contraire, je pense que la confiance se donne quasi spontanément. Et c'est dans cette spontanéité que les belles relations et les relations productives peuvent être réalisées. Et la confiance, c'est réciproque. Quand on accorde la confiance à quelqu'un, il est enclin à nous faire confiance. Bon, après, on peut, dans un premier temps, heu, en tout cas être un peu vigilant à voir comment c'est reçu, mais ça va entraîner la confiance. Il y a des personnes qui ne font pas, confiance, par exemple, en leur patron, si on prend une relation comme ça ou des choses comme ça, mais parce qu'ils sentent que la confiance n'est pas dans l'autre sens aussi et à partir du moment où on leur fait confiance, bah, après, on va tout naturellement, je vais dire, on est enclin à se montrer digne de cette confiance. Alors que si on voit qu'on nous fait pas confiance, bah, on va pas se montrer digne de par confiance. On va dire: «Bon, bah, il me fait pas confiance», bon, bah, du coup, ça instaure un climat qui est pas sain, quoi, hein, qui est pas où il va pas y avoir surtout une authenticité et puis où on va pas être dans la même équipe. Effectivement, ça va favoriser les compétitions, du coup, mais ça, c'est vrai que moi, j'ai souvent remarqué ça dans la vie, puis à toutes sortes dans des contextes tout à fait différents, que des fois la confiance, c'était assez, c'est un peu comme, ce qui se passe à l'intérieur rejaillit sur l'extérieur. Ça dépend de ce qu'on donne, quoi, voilà. Il y a des gens qui se plaignent qu'on leur fait pas confiance, mais si eux-mêmes ne font pas confiance aux autres, on va pas leur faire confiance et j'avais des exemples comme ça assez criants. Des fois, quand j'étais jeune, il y avait un élève dans ma classe où personne ne lui faisait confiance et moi, je lui ai fait confiance, notamment en lui prêtant des choses et tout. Et puis, il s'est montré digne de cette confiance, il me l'a rendu et tout, alors que pour les autres, c'était quelqu'un plutôt qui était un peu voyou, qui voulait voler et tout ça. Et Mm. moi, je n'ai pas du tout traité comme les autres le traitaient. Et du coup, il s'est pas non plus comporté avec moi comme il se comportait avec les autres. Voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est important toujours ce truc de montrer qu'on peut pas s'attendre à recevoir si on ne donne pas. Et je pense que tu as été courageux de le faire. Ça montre un certain courage, Alban, parce que d'abord, tu t'es démarqué de l'opinion commune, c'est-à-dire que tu l'as perçue différemment, et tu es passé à l'action, c'est-à-dire que tu as vraiment donné ta confiance à cette personne. Et je crois que, je sais pas, enfin, j'ai une expression qui me vient, mais c'est une aliénation sociale positive. C'est-à-dire que tu l'as rendu digne de cette confiance et tu as pu le changer dans le bon sens du terme. Donc c'est une belle chose que tu as fait. Et je crois que c'est assez rare, en général, d'arriver à aller à l'encontre de l'opinion commune. Et toi, Jean-Michel, j'ai une question. Toi qui es entrepreneur, justement, concernant tout le public qui est ultra sensible et qui est auto-entrepreneur ou qui est entrepreneur, enfin bref, que conseillerais-tu? Quelles seraient les clés que tu donnerais, toi, en priorité? Alors, reformule, s'il te plaît, Isabelle. Qu'est-ce que tu dis-moi. Parce que j'ai pensé à plusieurs choses en même temps, mais si ça te Oui, dérange pas. en fait, je veux dire, voilà, tu as en face de toi quelqu'un qui est ultra sensible et qui a décidé de devenir entrepreneur. Tu lui Oui. dirais quoi comme conseil pour démarrer? Alors, pour moi, un entrepreneur sensible, c'est quelqu'un d'abord qui a une vision très claire de l'avenir. Il sait où il va. Il a un but qui est bien déterminé, qui est formulé, et je dirais d'être en alignement en fait avec son cœur, c'est d'arriver à relier le cœur et le cerveau, donc la pensée et l'émotion. Donc définir un plan, avoir une vision très claire du but vers lequel il tend, et surtout essayer au mieux d'atteindre ce but avec les autres et pas aux dépens d'autrui. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est un projet commun et authentique. Il ne faut pas non plus avoir un discours bienveillant pour avoir un discours bienveillant. Il faut vraiment mettre en application cette bienveillance. Donc, première étape, avoir une vision très claire de son projet, communiquer cette vision donc, à ses partenaires, et puis les embarquer, je dirais, pour arriver vers ce but, mais sans partir dans la manipulation. C'est vraiment une forme de communication transparente. Et de toute façon, je pense qu'on ressent un patron qui est sincère. On ressent quelqu'un qui est animé par son ambition. Et donc le conseil, pour résumer un petit peu
ce que je viens de dire, c'est d'être en alignement avec sa propre personne, communiquer sur son but et s'entourer des talents en sachant que, voilà, en sachant qu'il va falloir faire confiance et puis donner cette possibilité d'arriver à ce but ensemble et non pas uniquement pour satisfaire son propre ego. Merci. Je t'en prie. J'ai été clair, je sais pas si c'est, tu me diras. Ah ouais. On coupera au montage, Alban. Et c'est vrai que me fait penser à un truc, c'est que j'ai toujours été, enfin, je suis toujours, enfin, j'ai toujours été, je parle comme si c'était au passé, mais toujours maintenant, éberlué par les sommes des fois que les grands responsables dépensent pour de la com ou pour des choses comme ça, alors que j'ai l'impression que des fois, il suffirait d'être authentique, en fait. Il suffirait qu'ils soient authentiques pour bon, je sais pas, à moins qu'ils soient très mal intentionnés puis qu'ils veulent pas le montrer, mais dans ce cas-là, il y a un autre problème. Mais je veux dire, tous ces gens qui se soucient de lisser leur image et qui, du coup, n'osent pas être authentiques et qui, du coup, se posent des tonnes de questions et dépensent beaucoup d'argent, donc, et de temps et d'énergie pour faire une com qui soit, bah, qui parle aux gens, quoi, alors que, enfin, comment dire ça? Ce que je trouve toujours bizarre, c'est pourquoi il y aurait quelque chose à maquiller ou à construire une apparence si on Mm. est authentique, quoi. Si on est authentique, ben voilà, on montre les choses telles qu'elles sont dans la transparence dont tu parlais, Jean-Michel. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas à monter tout un échafaudage, tout un truc, et puis veiller à ce que ça soit bien, que ça paraisse bien comme ça d'extérieur, et que c'est l'air de ci tout en ayant l'air de ça. Alors, je comprends que des fois, il y a des différences de public, puis qu'on peut se poser des questions, oui, d'être crédible, on va dire, pour différentes strates Mm. de population ou pour des personnes avec qui on a un rapport différent. Mais des fois, je me dis, mais c'est quand même incroyable d'arriver à toute cette complexité-là, cette prise de tête, entre guillemets, cette débauche de temps, d'argent et d'énergie pour quelque chose qui pourrait être assez simple si voilà, si on était transparent, si on était authentique. Et en plus, comme tu dis, Jean-Michel, ça se sent. C'est-à-dire qu'on peut dépenser tout l'argent qu'on veut dans une bonne com. Il y a toujours beaucoup de gens qui sentiront que c'est fake ou que c'est que de la com, alors que Ouais. s'ils parlaient avec leur cœur, s'ils parlaient en toute transparence, et s'ils Mm. avaient vraiment en plus toujours eu ça, ben voilà, ils seraient audibles dès le début. Il y aurait pas tout ça. Et je pense que Et en c'est... pardon, Isabelle, je t'en prie. Non, je disais, et en plus, ils attiraient à eux des gens qui vraiment seraient intéressés par leur propre personne et par leur propre projet, et pas des gens factices qui contribueront au fait qu'ils se sentiront encore mal et qu'ils s'enfonceront davantage encore dans ce piège qui est l'image et qui est justement le fait qu'ils ne sont pas authentiques. Et c'est ça, et ça noue des connexions solides, justement, des choses, parce que comme c'est branché sur l'authenticité, Voilà. c'est solide, et c'est pas des choses qu'il faut en permanence changer au gré des vents, des modes ou je ne sais quoi. Exactement, exactement, oui. Parce que je pense qu'on vit dans une société du spectacle, comme disait Guy Debord, c'est qu'on est dans une société de l'image. Donc on est sans cesse dans l'obligation de représenter en fait son activité, sa personne. Il y en a qui sont très très forts pour ça, c'est-à-dire qu'ils arrivent à monter un échafaudage, c'est une bonne expression qui me parle, Alban, que tu as utilisée tout à l'heure. Il y en a qui montent des échafaudages justement pour brandir comme ça une image, etc. Mais en fait, qui s'adapte au système actuel, c'est que on est dans une société où l'image prime. Voilà, c'est l'image qui prime. Donc il y en a qui vivent sur enfin, grâce ou à cause de ces images. Et je dirais, c'est contre cette prédominance de l'image que j'essaye d'œuvrer. Alors, encore une fois, à petite échelle, hein, dans le monde du bâtiment. Mais c'est vrai qu'on est dans une société un peu factice où l'image est mise en avant et la réalité, parfois, laisse un peu à désirer. Tu es très élégante, Isabelle. Le tableau est très beau derrière aussi. Pardon? Le tableau est à ton image, il est très beau. Ah, celui-ci? Ouais, Merci, merci, merci. Je vais essayer de l'amener à Ferney Voltaire. bonne idée. Essaye. Et il a l'air grand comme ça, je sais pas, il y a peut-être un effet d'image, mais il a l'air immense, le tableau. 120 sur 120. Presque aussi grand que moi, ma foi. Voilà. Mais c'est très intéressant tout ce que tu dis sur l'entrepreneuriat, mais je pense que pour le public ultra sensible, c'est libérateur aussi. Je pense que pas forcément pour tout le monde, ça ne peut pas convenir à tout le monde. On est encore dans
on parle de généralité, mais je pense que parmi les entrepreneurs, il y a beaucoup de personnes justement qui sont ultra sensibles, qui ont soif d'indépendance, qui ont soif de changer le monde, de bouger et qui justement ne peuvent pas se contenter du monde actuel, ni des structures qui sont imposées, effectivement. Donc, c'est beau quelque part, parce que c'est prometteur. Et enfin voilà, je trouve ça beau, tout simplement. Bah, je te remercie pour ces compliments et c'est avec le cœur que je fais les choses. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui m'a conduit à la perte. Justement, j'avais trois entreprises, donc deux en France et une en Australie. Le chiffre d'affaires était assez confortable, on faisait un peu plus de 2 millions d'euros de chiffre. Donc, je pouvais me complaire dans cette activité. Donc, je manquais pas sur le plan matériel et financier, tout allait très bien, mais je sentais une sorte de déconnexion avec, comme on disait à l'origine de cette conversation. Et je suis allé au bout de mon ressenti, de mon ambition, qui est celle de concilier justement le cœur et le capitalisme, pour dire les choses rapidement. Et j'ai préféré, entre guillemets, donc, passer par les étapes douloureuses que j'ai évoquées, donc le burn-out et puis la perte des entreprises. Mais paradoxalement, je me sens beaucoup plus aligné avec moi-même et prêt à bâtir autrement. Et je crois qu'il a fallu que je passe par là pour peut-être comprendre dans ma chair qu'il y avait urgence à retrouver une sensibilité, une connexion à soi et avec les autres. Donc, puis je pense que c'est ce que tu fais aussi avec ton art, c'est que tu arrives à exprimer ta sensibilité, tes pensées à travers le pinceau. Et je pense que c'est en partageant ton art qu'on arrive aussi à créer un monde un peu plus humain. Ben, Félicitations à toi. merci. Mais je ne sais pas, mais c'est vrai que pour moi, c'est naturel aussi, parce que si tu veux, je n'ai pas eu une vie toute simple non plus. Il y a des choses, quand on est petite ou petit, enfin quand on est enfant, tout simplement, on ne peut pas dire. Il y a des choses qui sont innommables et dont on ne peut parler. Et pour moi, si tu veux, tout à fait naturellement, l'art a été mon moyen d'exprimer les choses et de m'en libérer surtout. Parce que ce soit par un geste, une respiration, un mouvement, ou que ce soit sur le papier, c'est libérateur parce que ça vient de soi et on le sort. Donc après, libre aux autres de comprendre ou de ne pas comprendre, mais quelque part, on se sent aligné avec soi-même et ça fait du bien. Et c'est justement ce que j'essaye d'apporter aux autres. Et même quand je fais un tableau, hein, d'ailleurs, à chaque fois que je fais un tableau, quelque chose, mais il y a tellement d'éléments à l'intérieur de tout ça, parce que c'est pas juste un tableau, une image des émotions, c'est aussi le mental qui s'emballe avec ah mais tiens, et cette couleur, ah oui tiens, c'est quoi? C'est en nanomètres, c'est quoi? Tiens, et vibratoirement, ça va apporter quoi? Ah ouais, non mais c'est chouette. Donc si je mets ça plus ça, et si j'essayais cette texture, et en fait je pars d'une idée qui est là, et ça fait un effet boule de neige, et j'arrive à quelque chose de tout à fait différent. Et c'est ce que j'adore aussi avec mes élèves, que ce soit en visio, que ce soit en présentiel, c'est que des fois ils viennent, ils sont tout comme ça, c'est mon premier cours, moi je sais pas, enfin on voit qu'ils sont tout gênés, et puis au final ils ont fait quelque chose, ils regardent, ils disent mais c'est moi qui ai fait ça, comment j'ai pu? Et finalement, ils prennent confiance en eux. Et comme j'ai beaucoup d'enfants, ça leur apporte aussi beaucoup de... Les parents, à chaque fois, me disent qu'ils évoluent à l'école, dans le sens où ils vont oser davantage s'exprimer, même verbalement. Et surtout, ils attrapent une facilité de motricité, qu'elle soit fine ou haute, mais ils font des progrès énormes à ce niveau-là. Et après, c'est eux qui apprennent aux parents. Et là, je trouve que c'est waouh! Quand c'est l'enfant qui va voir le parent et qu'après le parent vient et me montre, regardez ce qu'il m'a appris à faire, je me dis c'est génial. C'est génial parce que cet enfant, non seulement a pris confiance en lui, suffisamment pour le communiquer, le transmettre, et le parent, lui, a appris à écouter l'enfant. Parce que souvent, le parent se voit en tant que parent, il s'impose un cadre, un modèle, il y a une image, c'est comme ça.
Et au final, eh bien, j'aime bien casser un peu les codes, les cadres, et faire en sorte que bah, parfois c'est l'enfant qui enseigne aux parents et que le parent en est reconnaissant et finalement redemande à l'enfant. Et il y a un dialogue, il y a une... Enfin, je trouve ça beau. Voilà. Donc c'est un peu ce que j'essaye de faire et ça me passionne. Ça me passionne. J'aime bien dire que je distribue des petits soleils et des petits bouts de bonheur, des clés, et après chacun en fait ce qu'il veut. Voilà. Mais Alors, en chacun plus d'être a une artiste manière. peintre, tu es poète. Je me le découvre alors. C'est très beau. Très beau. Un petit peu tous les talents, Isabelle, hein. Non, arrêtez. Ah, Pas du mais elle est très très humble surtout, mais un petit peu tous les talents. Mais Et Je j'ai toi, pense toujours. à Alban, moi. comment tu exprimes ta sensibilité, Alban? C'est par l'écriture, j'ai cru comprendre que tu écrivais beaucoup pour exprimer cette ultra-sensibilité. Oui, alors j'ai l'impression quand même d'être à un moment de ma vie où je suis moins enclin à l'écrit. Parce que vraiment, l'écriture, c'était quelque chose de vraiment de viscéral chez moi, et vraiment en communication. En plus, quand j'étais adolescent, jeune adulte, c'était très difficile la communication orale. Et l'écriture, depuis que je sais écrire, en plus, j'ai appris à écrire tout seul en passant sans avoir appris. Et j'ai su écrire tout seul sans avoir appris comme j'ai su lire à l'âge de à peine 4 ans. Donc j'avais un rapport à l'écriture vraiment assez incroyable, comme si vraiment j'étais né pour écrire. Je me sentais vraiment comme ça. Pour moi, tout est simple une fois que je l'écris. Enfin, une fois que je suis en position d'écrire, alors que sinon, dans la vie, ça me semblait toujours pas compréhensible ou bizarre. Mais je suis à un stade où maintenant j'aime mieux communiquer comme ça à l'oral, comme on fait, que l'écriture. Je trouve que de s'exprimer par la voix, par les gestes, c'est quelque chose où je trouve finalement on exprime plus de sensibilité que par l'écriture. Mais je dis ça après avoir énormément écrit. Donc, Mm. mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un changement qui se fait vraiment de ce côté-là, où maintenant j'ai beaucoup moins l'attention, la gourmandise peut-être moins d'écrire. Enfin, le rapport à l'écriture est plus le même. Mm. Et j'aime beaucoup le parler. Voilà, j'aime beaucoup l'expression vraiment directe, hein, avec transmettre donc oralement. Voilà, je trouve il y a quelque chose un peu d'autre. Après, ça reste quand même, l'écriture restera quelque chose auquel j'ai une inclinaison assez spontanée, et puis où je permets d'exprimer des choses sans doute de manière des fois plus juste qu'à l'oral. Mais Mm. encore, ça dépend quelle justesse. C'est pas la même justesse, je pense. Des fois, à l'oral, on est plus dans la justesse du moment, et dans l'écriture, on est plus dans une justesse peut-être un peu plus intemporelle. Et Mm. donc les deux se complètent bien, et j'aime bien les deux. Et comment tu écrivais? C'était, comme on dit, plus fort que toi ou tu te préparais à l'écriture? Est-ce que tu te donnais une heure, une tranche horaire pour écrire ou est-ce que ça venait tout seul? Comment ça fonctionnait, ce besoin d'écrire? Oh, bah, c'était vraiment viscéral, hein, parce que même c'était, enfin, quand j'étais plus jeune, en plus, c'était vraiment écrire pour écrire. C'est-à-dire, je pouvais même prendre un stylo et puis une feuille et puis même écrire ce qui me passait par la tête, juste des suites de mots ou des trucs comme ça, parce que il y avait vraiment le penchant vraiment à écrire tout le temps, quoi. Parce que déjà dans la statue d'écrire, pas la statue, mais le statut d'écrire, mais c'est parce que statut n'était pas le bon mot, c'est ce qui m'a fait dire la statue dans le positionnement d'écrire. Euh, ouais, c'est un peu un rapport au monde particulier, là, l'écriture. Je trouve ça des fois un peu étrange, d'ailleurs, parce que des fois, ça m'a semblé vertigineux, un petit peu comme quand je faisais du théâtre aussi, où je trouvais ça un peu vertigineux. L'écriture, ça fait aussi un peu vertigineux, parce qu'on a l'impression que finalement, on ne vit pas vraiment, on retranscrit. Et des fois, c'est un petit peu étrange. Et c'est pour ça que j'aime bien maintenant développer beaucoup plus la communication orale, parce que des fois, c'était un petit peu étrange. J'avais l'impression, mais en fait, la vie, je la vis de façon très intense comme ça, mais je suis surtout dans une position où je la retranscris, où je la transmets, et donc je suis pas complètement dans la vie. Donc, ça me faisait des fois, enfin, surtout les années où j'ai vraiment beaucoup écrit, où c'était vraiment mon activité quotidienne principale, ça me faisait un rapport au monde que je trouvais un petit peu décalé, comme quand je faisais du théâtre où je trouvais ça décalé d'être toujours sur scène, en plus quand il fallait Mm. entrer des rôles et répéter des textes tous les jours. Alors là, je finissais par trouver vraiment ça inconfortable parce que je préférais l'impro, mais voilà. Mais c'est vrai que l'écriture, après, donc pour répondre bien à ta question,
Pour moi, il y a 2 phases. Il y a la phase créative, donc qui vient toute seule, qui est comme ça, qui est toute naturelle. Puis il y a la phase après de travail vraiment de la forme, tout ça, où là, il faut plus une certaine discipline et se dire: «Bon, bah, là, vraiment» et j'aime bien Mmh. avoir plusieurs heures devant moi parce que des fois, on se rend pas compte, mais rien que pour travailler une phrase, pour qu'elle me plaise vraiment dans un livre, je regarde pas toujours l'heure, mais enfin, j'allais dire que ça met au moins 1 heure, mais je regarde pas toujours la montre. J'ai pas de montre non plus, mais enfin, l'heure à l'ordinateur ou au téléphone, mais mais ça peut mettre plus d'1 heure pour bien travailler une seule phrase, donc Ouais. c'est ouais, c'est chronophage. On s'en rend pas compte souvent, mais après on réalise que, ah ouais, en fait, j'ai fait qu'un chapitre dans la journée alors que j'ai écrit tout le temps, quoi, mais voilà. Et Mais ça, après c'est c peut-être, je t'en prie. non, je veux dire qu'après ça a été différent selon les périodes parce que les premiers livres que j'ai écrits qui sont parus, je les avais écrits plus d'une traite. Donc après, bien sûr, il y a une phase relecture, mais je la passais Mmh. beaucoup plus vite et j'avais vraiment, il y a 10 ans de ça, parce que le premier livre qui est paru, il est paru en 2013, donc un peu plus de 10 ans. Mais à Mmh. cette époque-là, j'écrivais de manière vraiment très, 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 prolixe et C'était très qualifié foi d'écrivain émotif d'ailleurs. oui, c'est ça, oui, il dit l'auteur hémophile, ouais, c'est vrai que c'était, une foisonnance comme ça où et plus j'écrivais beaucoup la nuit et ça me venait comme ça sortait tout seul. Alors que maintenant, Mmh. si j'écris la nuit, j'écris directement au clavier, donc je me trompe de touche et quand je me relis le lendemain, je me dis: «Je sais pas». Donc j'ai arrêté d'écrire la nuit, je me suis dit: «Non, en fait, je suis pas en état, j'ai pas les yeux assez en face des trous». Mais c'est prendre de l'âge qui fait ça, parce qu'il y a 10 ans, il y avait pas du tout ce problème-là. J'écrivais énormément et ça pouvait sortir tout le temps et ça sortait tout seul, c'était tout fait, quoi. Je sentais même pas besoin de Mmh. retravailler. Donc je pense que mon écriture était différente aussi. À l'époque, j'écrivais des romans qui étaient inspirés de mes propres vies, mes propres expériences. Maintenant, j'ai écrit toutes sortes d'autres formats. Donc l'exercice, entre guillemets, j'aime pas le mot exercice parce que comme travail, enfin, c'est quelque chose qui est, ouais, enfin, à la fois, ils sont pas si graves que ça, ces mots-là, mais mais voilà, en tout cas, ça c'est différent maintenant. Mon approche à l'écriture est vraiment différente, mais le côté inné, spontané, il était vraiment beaucoup plus évident avant. Mais il peut l'être toujours maintenant, mais sur des textes plus courts. Là, j'ai écrit vraiment mes premiers romans, je les ai écrits vraiment, comme si je les déroulais, quelque chose qui était dans l'évidence, hein. J'écrivais beaucoup dans l'évidence et où il y avait un foisonnement en plus, je trouve, dans la forme qui maintenant me demanderait beaucoup plus d'attention, on va dire. Avant, c'était Mmh. beaucoup plus, comme ça, quoi. C'était comme, Des fulgurances, tu veux dire? ouais, c'est ça, c'est ça. Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus mon écriture est beaucoup plus travaillée, OK. beaucoup plus, fignolée. Et je sais pas ce que ça donne au résultat parce qu'on est très mauvais juge, mais soi-même, mais je sais pas, la différence qu'on peut percevoir en lisant, mais pour moi, c'est vraiment totalement différent. C'est, le Donc peut-être le fait d'écrire sous le coup de la fulgurance, on ressent l'émotivité dans l'écrit. Peut-être qu'on ressent cette pulsion qui nous mène à porter le stylo sur le papier, alors que quand on a un rapport réfléchi à l'écriture, peut-être que c'est plus, peut-être que c'est plus lissé, plus réfléchi, plus structuré. Est-ce qu'il n'y a pas cette forme d'émotion à travers dans l'écriture, à travers la fulgurance? Comment tu le perçois, ça? bah, moi, je pense que bon, tout ce que j'écris, il y a beaucoup de parts émotives, mais effectivement, l'émotion était plus brute, quand c'était vraiment écrit dans la fulgurance comme ça, puis que ça sortait comme ça et que Hmm. maintenant elle est peut-être enfin, il y a peut-être un travail de mise en lumière par rapport à cette émotion qui est fait, qu'avant elle sortait brute comme ça, donc elle pouvait, toucher très fort les gens et à la fois, ne pas toucher du tout certaines personnes, je pense et maintenant c'est peut-être un peu plus universel, le fait de mettre une lumière spécialement dessus, mais je sais pas, je trouve des bons côtés comme des mauvais côtés, donc j'essaye de pas juger, quoi. Je peux regretter un petit peu cette facilité foisonnante que j'avais et à la fois je goûte aussi cette approche un peu plus, travaillée, encore une fois, je vais dire, Hmm. mais c'est intéressant de voir l'évolution comme ça, parce que je trouve que de l'extérieur, on peut se dire: «Bon, bah, toujours il écrit des livres et puis il en écrit beaucoup même», mais comme on me dit souvent, mais pour moi, vraiment, c'est très différent. L'évolution a été vraiment très,
très, ouais, très inattendu, surtout parce que j'avais une facilité vraiment à écrire et à écrire beaucoup. Après, j'avais du mal à me canaliser pour écrire longtemps sur la même histoire. C'est pour ça que j'ai quand même attendu l'année de mes 30 ans pour écrire un roman. Puis il a fallu que ça soit inspiré d'une histoire autobiographique, mais voilà, il y avait une sensibilité qui était plus, ouais, brute, c'est ça, mais qui était très, abondante, mais brute. Mm. Et maintenant, Mm. c'est quelque chose qui est plus, un peu plus épuré aussi, je dirais. Il y a même ça aussi. Donc ça, j'apprécie, hein, ce côté-là. J'ai l'impression plus qu'avec l'âge, en prenant de l'âge comme ça, je trouve qu'on épure beaucoup de choses et je trouve que c'est quand même plus confortable. Même si on peut Mm. regretter un peu, voilà, cette foisonnance, de plus jeune, mais j'aime Cette bien aussi. spontanéité. C'est ça que Et toi, l'écriture. quand tu écris, Pardon, Isabelle. toi, quand tu écris tes pensées philosophiques, ça devient comment? C'est aussi une pulsion, c'est réfléchi, c'est travaillé? Je pense que c'est plus de l'ordre de la pulsion, toi. C'est vraiment Mm. cracher Ouais, sur le papier. exactement. Mais je rejoins un petit peu Alban. À l'époque, j'étais beaucoup plus, il y avait beaucoup plus de foisonnement et d'émergence comme ça, de pensée. Il y avait une sorte de pulsion qui me portait à l'écriture et c'était beaucoup plus intense. Aujourd'hui, j'ai une forme de maîtrise, entre guillemets, sur l'inspiration. Alors, quand elle est là, j'ai la particularité d'écrire sur le téléphone. C'est-à-dire que quand j'ai une idée ou une image qui me vient en tête, eh ben, je sors le téléphone et j'écris dessus. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du carnet d'écriture que- qu'avant l'iPhone, on utilisait. Mais je me dis pas que je vais écrire, si tu veux, le dimanche à 15 heures. Voilà, je ne prévois pas un temps d'écriture. Je me laisse imbiber par le monde, je me laisse imbiber par les émotions. Et après, j'essaie de retranscrire les sensations, les images. J'essaie de formuler avec les mots. J'aime beaucoup les mots. Et je pense qu'avec la philosophie, en tout cas avec l'esprit philosophique, on arrive à non pas nommer absolument les choses, mais à s'approcher quelque part du réel. Je ne pense pas qu'on puisse arriver à nommer absolument la réalité, mais en tous les cas, la philosophie aide, je crois, à, c'est une quête de vérité. Donc on essaye de nommer le monde dans lequel on vit, et ça part d'abord du ventre, ça finit dans la tête, enfin ça passe par la tête, et ça finit dans les mains. Donc, je pense que c'est d'abord ressentir, éprouver, et ensuite tenter de décrire. Mais je pense que c'est la même chose pour toutes les formes d'art, hein. D'où le fait que ce soit libérateur au final. Tu ressens et ensuite ouais. Je pense que c'est tout à fait ça. Pour beaucoup de choses d'ailleurs. On pourrait ramener ça à Mhm. beaucoup de choses, beaucoup de moments clés de nos vies, d'actes quotidiens. Au final, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. D'autant plus chez les ultrasensibles. Et pour toi, c'est pareil, je pense, hein. Tu éprouves, c'est viscéral, après ça sort, Oui, c'est de la... mais je vais vous faire rire ou pas, mais en fait, exprimer oralement est une chose qui n'est pas classique pour moi. Alban le sait très bien aussi. Et pour le coup, avant de faire cette visio avec vous, j'ai passé quelques nuits blanches parce que j'étais à la fois excitée, à la fois euh, heureuse, puis à la fois anxieuse et à la fois je doutais énormément. Et à tel point qu'à un moment donné, il a fallu que je me lève et j'ai été peindre. Et donc, en fait, pour le coup, ben, j'ai fait un tableau, je l'ai appelé Sensibility et en fait, je l'ai créé exprès pour cet événement au final parce que je me suis dit qu'il reflétait et peut-être qu'il parlera à ceux qui vont regarder, mais je l'ai fait vraiment dans ce sens-là. Il y a la part d'ombre, la part de lumière, la part de tout ce que l'on reçoit qui peut être étouffante et qui au final nous donne un peu cette intuition et cette profondeur, et cette façon d'aller de l'avant finalement qui est quelque part inégalée. Et on a besoin de cette ultra sensibilité pour avancer à fond, quoi. En fait, vivre. Parce que finalement,
quand on regarde bien, être ultra sensible, c'est être ultra vivant au final. Et donc, c'est beau. C'est tout simplement beau. On vit les émotions autant dans le négatif que dans le positif, mais de façon intense. Et comme me disait un ami très cher, Isabelle, n'hésite pas à vivre les émotions, n'est-ce pas? Il faut les vivre. Et c'est vrai que quand on les vit, qu'on les laisse s'exprimer, on avance beaucoup, beaucoup mieux. Et donc, je voulais vous montrer le petit tableau en espérant que ça parlera à d'autres, puisque c'est plus facile pour moi avec les pinceaux, entre autres, qu'avec les mots. Mais en fait, voilà. Ça, pour moi, c'est la sensibilité. Voilà. Alors après, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, il y a plein de petites pierres, il y a plein de petits éclats. Et c'est tout simplement, pour moi, ce que l'on reçoit, ce que l'on perçoit et que l'on peut construire et comment on peut justement... En fait, ce que j'essaye de dire, c'est que toutes ces émotions sont une nourriture qu'il faut utiliser et qu'il faut transformer. Que ce soit le négatif comme le positif, c'est ce qui permet de transcender un peu tout ce qui se passe. Et voilà. Et C'est j'ai beaucoup magnifique parlé. ton tableau, hein, magnifique ton cadeau pour l'événement, merci beaucoup. Il est venu la nuit, comme ça, il fallait qu'il sorte. Il est sorti. Voilà. Mais j'espère que ça parlera à d'autres et que ils se retrouveront à travers cette image et que surtout ça leur fera prendre conscience de toute la beauté qui est en eux et que ce qu'on pourrait penser être des faiblesses, eh bien en fait, c'en est pas. Pour moi, la sensibilité, l'ultra-sensibilité, c'est quelque chose, c'est un don qu'il faut travailler. C'est-à-dire qu'on est avec, mais on ne le maîtrise pas. C'est comme apprendre à marcher, bien que ce soit pas un don, ça s'apprend, ça se maîtrise, apprend au cours, on peut même danser, on peut même sauter. Eh bien, je pense que l'ultra-sensibilité, c'est la même chose. C'est un don, c'est une faculté, il faut l'apprivoiser, il faut tomber, il faut apprendre à chaque fois que l'on tombe et en créer quelque chose de beau et l'utiliser à bon escient. Voilà. Merci beaucoup Isabelle, c'est très bien que tu dises ça comme ça. Et je ne sais pas ce qui me venait, quand je vous entendais tous les deux, je ne sais pas si vous partagez cette même expérience, mais pour moi, il y a quand même quelque chose toujours de l'ordre du sacré dans l'inspiration. Et je crois beaucoup plus à l'inspiration qu'à la réflexion. Et c'était un exemple très concret où je suis toujours surpris, c'est que des fois, les choses me viennent comme ça sous le coup de l'inspiration. Je vais décrire quelque chose, je vais dire quelque chose et je vais le noter tout de suite. Et puis après, je cogite par rapport à ce que j'ai dit. Puis je dis, ah oui, mais en fait, il aurait fallu que je dise ça comme ça, comme ça. Et donc, je vais pour corriger ce que j'ai écrit. Et je m'aperçois qu'en fait, je me souvenais plus comment je l'avais dit sous le coup de l'inspiration, mais que c'est beaucoup mieux que ce que pourtant ma grande cogitation m'a fait dire, oh, en fait, il faudrait le dire comme ça parce que c'est ça que ce serait le mieux. Et en fait, je ne me souviens pas de ce que j'ai écrit sous le coup de l'inspiration. Et quand je relis ce que j'ai écrit sous le coup de l'inspiration, je me dis, mais non, c'est beaucoup mieux ce que j'avais écrit sur le coup. Je ne pensais pas avoir écrit ça parce qu'en fait, c'est beaucoup mieux que ce à quoi je viens de penser et que pourtant, qui était l'objet de tout peser le pour le. Et ça, en fait, je ne sais pas. Pour moi, il y a toujours quelque chose de l'ordre du mystère. Je ne sais pas pourquoi les choses sont si évidentes et à un certain moment comme ça, quand on a la chance ou la grâce d'être touché, je veux dire, par l'inspiration. Je te rejoins, Alban, ça me parle beaucoup ce que tu viens de dire. Parce qu'au-delà d'avoir la truée dans la main, j'ai aussi le stylo, j'aime bien écrire parfois. Et ce que tu viens de dire, ça me parle beaucoup parce que moi j'appelle ça écrire avec le cœur et puis écrire avec la tête. Et quand on écrit avec le cœur, c'est souvent très décapant, c'est-à-dire que les mots sortent, ils jaillissent sur le papier. Et puis lorsqu'on essaie de reformuler un petit peu les choses, on arrive à, quand on tamise un peu le discours, ben on l'aplatit, c'est moins authentique, c'est moins sincère, c'est moins percutant. Et, et je crois qu'il faut savoir prendre, enfin utiliser l'inspiration quand elle se présente, mais sans dénaturer le propos quand on revient dessus, ce qui n'est pas évident. C'est que la raison, elle est là pour essayer de rendre juste et clair le discours, enfin la phrase. Mais je pense que l'activité rationnelle a tendance à aplatir un peu à contraindre un peu cette créativité qui jaillit. Et c'est pas évident
à conserver justement cette authenticité en arrivant à exprimer justement les choses. Donc il y a une forme de justesse qui doit être mêlée avec la, comment je peux dire, avec l'émotion du moment. Je ne suis pas certain d'utiliser les mots justes, mais je pense qu'il faut arriver à concilier l'émotion et la raison à travers une expression à la fois qui touche et qui signifie quelque chose. Ne pas être simplement dans le style, ne pas être uniquement dans la rationalité, mais d'arriver à joindre les deux, à la fois l'émotion et le sens de ce qu'on essaye d'évoquer. Ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait du, de l'ego au service du projet et non l'inverse. Je dirais que c'est un peu pareil, c'est la tête au service du cœur et non l'inverse, et c'est aussi la rationalité ou la raison au service de l'inspiration, de l'émotion, du ressenti. Un beau rapport. C'est exactement ça. Service du cœur. Très beau. Ben, pour ma part, je sais que quand je crée, c'est instinctif. J'ai une image dans ma tête au départ où j'ai des ressentis très profonds. Donc, c'est d'abord instinctif. Et après, quand ma tête va regarder, analyser, elle va repérer des choses qui sont sorties que je n'avais pas repérées d'office, qui sont involontaires, mais qui au final vont me parler. Et après, je vais faire exprès de mettre en valeur certains éléments qui sont sortis là, qui vont me donner des idées, etc. Mais même sur une fresque murale, si on me demande de faire quelque chose, je suis capable sur l'inspiration de faire un jet de pinceau que parce qu'il en fallait un, je ne sais pas pourquoi, mais il en fallait un, là, il fallait. Et au final, ben, c'est mieux que quand il n'y était pas, et ça permet même de mettre en valeur d'autres choses qui vont être travaillées après. Donc, oui, c'est très important de lier les deux, de laisser l'un s'exprimer pour après utiliser l'autre et au final de faire quelque chose d'équilibré et de transcendant quelque part. C'est très beau, c'est très chouette. Et quand tu crées un tableau, est-ce que tu essayes de transmettre un état d'âme qui t'appartient ou est-ce que c'est pour communiquer un événement ou quelque chose du monde? Tout dépend. Tout dépend. Sur le tableau introspection, c'était vraiment une nécessité. C'est-à-dire que c'était un retour sur moi-même et il fallait vraiment que je sorte beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup appris. Il y a énormément de moi à l'intérieur, mais en même temps, après, j'ai utilisé des couleurs chaudes, euh, j'ai utilisé plein de techniques différentes, on va dire, parce que je voulais en même temps transmettre les leçons que moi j'avais apprises durant ce tableau. Donc je dirais que dans chaque toile que je fais, il y a une part de moi qui doit s'exprimer, il y a une leçon que j'apprends et il y a ce que je veux distribuer à ceux qui le regarderont, que ce soit de l'ordre de la réflexion, que ça les amène à réfléchir sur certaines choses ou au contraire de l'ordre de la sensation, que ça les apaise, que ça les dynamise, que ça leur... Enfin Hmm. voilà, mais c'est pas juste, ce n'est jamais juste je mets ce que je ressens, pas que. Il y Hmm. a, pour moi, il y a vraiment la nécessité de donner. Je ne conçois pas juste de faire et de ne rien apporter. C'est pas possible. Je fonctionne pas comme ça, en tout cas. Voilà. Il y a une chose intéressante, c'est que souvent, en bas des tableaux, tu marques une forme de description. Tu arrives à joindre les mots à ton art et tu arrives à, ce qui est rare, je crois, à mettre une signification des mots sur ce que tu as peint. C'est assez rare, je pense. Bien, disons que c'est pour... Je me dis que si les gens sont tous aussi curieux que moi, ils aimeraient savoir ce que j'avais dans la tête. Donc, je pars du principe que pour ceux qui veulent savoir, ben voilà, il y a la petite histoire qui va avec. Hmm. Mais elle est facultative, elle n'est pas obligatoire, c'est pour ça qu'elle est toujours un peu à côté. J'utilise énormément de symboles et de langage ancien cachés dans mes tableaux parce que ça me passionne et parce que ça a une signification profonde.
Par exemple, pour le tableau de la sensibilité là que j'ai fait, j'ai utilisé un symbole ancien qui est Awen. C'est un symbole celtique, voilà. Et il est très très beau dans sa symbolique et il colle tellement à la sensibilité que je ne pouvais pas ne pas le mettre. De même, j'ai utilisé une rune germanique qui est la Gorse. C'est beau en plus, hein, à l'oreille, moi je trouve ça beau. Et c'est pareil, celle-ci, je ne pouvais pas ne pas la mettre. Donc voilà. Et après, libre à chacun de chercher, de voir, de regarder, mais oui, voilà. Voilà, voilà. Et Il y a c'est le vrai que chat, et j'ai attention, trouvé il y a ton chat comment derrière, il faut faire attention au chat et derrière qui oui, renverse pas le plateau. Je me suis demandé ah aussi oui, s'il y avait une bêtise qu'il pouvait faire. ah oui, c'est son paradis pour lui ici. C'est son paradis. Et est-ce que ça vous dit, j'ai trouvé quelques jolies phrases justement pendant que je réfléchissais et je me suis dit que les hypersensibles souvent avaient des émotions extrêmes et que parfois ils pleuraient. Et j'ai trouvé une jolie phrase qui m'est venue comme ça. Je vais vous la lire si vous voulez bien. Et Mhm. peut-être que ça parlera à ceux qui écouteront. Et je m'étais dit que chaque larme versée par une âme hypersensible est une goutte de pure vérité, une preuve vivante de la beauté et de la vulnérabilité de l'humanité. J'ai trouvé que ça pouvait parler et que tout était à construire quelque part à travers cette phrase. Ça montre que, voilà, enfin, vous aurez compris. Euh, J'en ai trouvé une autre aussi. Je vous balance ça comme ça. C'est un peu hors propos. Mais en fait, j'en ai fait plusieurs. Je suis en train de rechercher celle que je voulais vous dire et qui était pas mal. Enfin, que je trouvais parlante. En tout cas, quand je dis pas mal, c'est dans ce sens-là. Je m'étais dit que les âmes hypersensibles sont comme des éponges de l'univers, absorbant chaque goutte d'émotion pour la transformer en une œuvre d'art émotionnelle. Donc voilà, je ne sais pas si ça parle, si ça ne parle pas, mais ben, j'espère que chacun se trouvera en tout cas réconcilié avec sa propre sensibilité pour l'utiliser au mieux. Voilà. C'est de toi ces phrases ou c'est une citation de Non, quelqu'un? non, non, c'est de moi. Bah, félicitations, c'est magnifique, très très beau. C'est très très beau. C'est pas écrivain du tout, c'est très modeste, mais voilà, c'était à la suite de cette toile, c'est un peu ce qui m'était venu, et voilà, c'est pour ça que je me suis dit, il faut le partager. Bah, Merci merci du Isabelle. partage, c'était magnifique. Merci à vous. Alors moi j'ai une citation qui est beaucoup moins poétique et beaucoup moins sensible, mais qui va dans le sens en fait de notre discussion sur l'entreprise sensée, on va dire, humaine. Alors c'est une citation de Gilbert Delmarmol, je ne sais pas si ça vous parle. C'est quelqu'un, je vais être assez concis, c'est quelqu'un qui a aussi fait un gros burn-out dans sa 34e année et il a revu, donc il était condamné à mourir sous 6 mois. Donc je vous passe les détails médicaux, mais il était condamné à mourir, il a lutté pour vivre, il a revu toute son hygiène de vie, à la fois physique et mentale. Il a dédié sa vie à l'écriture de livres et à accompagner donc les entrepreneurs, les dirigeants, à instaurer une vision un peu plus humaine et sociale de l'entreprise. Comme on dit, il n'est pas là pour faire dans le gnangnan, ce que j'appelle rapidement, mais il est simplement ici pour rappeler que nous sommes des êtres humains avant d'être des fonctions. Donc je m'apprête à lire cette citation que je trouve très réaliste et belle. Bien sûr qu'une entreprise doit être rentable, mais croire que la raison d'être d'une entreprise, c'est la maximisation du profit, n'est pas vrai. C'est un dogme obsolète. Une entreprise est un organisme vivant, exactement comme un corps. Un corps a besoin de respirer pour vivre, mais il ne vit pas pour respirer. Une entreprise obéit au même principe. Elle a besoin d'être rentable, elle a besoin de faire du profit pour payer les salaires,
et autres dépenses nécessaires à son maintien, mais la maximisation du profit n'est pas son but ultime. La vraie valeur d'une entreprise est la somme des talents motivés. Tout à l'heure, on parlait de valeur partagée. Je me suis inspiré de Gilbert Del Marmol, de cette citation. Donc, la vraie valeur d'une entreprise est la somme des talents motivés, c'est la création de valeurs partagées. Il faut travailler la question du sens. Pourquoi une entreprise veut exister? Qu'est-ce qu'il manquerait à la société civile si elle n'était pas là? Une fois la question du sens posée, on s'aperçoit que l'on n'est plus, on n'est plus dans la, on est, pardon, on n'est plus dans la maximisation de la valeur de l'action, mais dans la maximisation des impacts sociétaux. Le plus gros problème de l'humanité est le problème du leadership. On a trop de gens au pouvoir et pas assez au service. À la tête des entreprises et autres organisations, nous n'avons pas besoin de chefs de guerre, mais de chefs d'orchestre. Je trouve cette citation assez belle et très réaliste au regard de ce qu'on a besoin de vivre aujourd'hui. Je trouve que c'est très parlant et qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Tout a été dit. Je pense que c'est très bien dit. Et j'aurais pu me cantonner à dire cette citation. Je crois il y a tout à l'intérieur. Exactement. Alban, il est là. Oui. C'est ce que je me Ah oui, demandais. mais je ne sais pas non plus quoi rajouter à ça. C'est très bien dit, hein, c'est très parlant, je trouve, comment c'est dit, la façon de le dire est très juste. Et puis c'est quelqu'un qui a vraiment vécu au sein des grosses entreprises. Il connaît ce que c'est que d'avoir des grosses responsabilités. Donc c'est pas uniquement un spectateur, c'est quelqu'un qui a vraiment vécu dans sa chair les responsabilités et qui connaît donc le système, si je peux dire les choses ainsi. Et c'est une personne qui s'adresse d'abord à l'homme ou la femme, au dirigeant et à la dirigeante, avant de s'adresser à la fonction. Et il pense qu'en changeant justement la perception de l'entreprise, en changeant pardon, la perception de l'entreprise chez le dirigeant, il peut arriver à changer le mode de vie au travail. Donc c'est d'abord un travail culturel, intellectuel, avant d'être un travail sur le fonctionnement même de l'entreprise. Je pense qu'il y a un travail à faire de perception au niveau de ce qu'est que la vie. Euh, et puis ensuite, une application dans le fonctionnement même des structures. D'où le fait de s'intéresser d'abord aux hommes et ensuite de parler à la fonction sociale. Est-ce que je peux vous proposer un petit exercice à vous et à tous ceux qui vont regarder par la suite? Oui, avec plaisir, Isabelle. Ça vous tente? Alors, eh ben, c'est pour conserver. En fait, comment dire? Je voulais faire ça déjà pour que chacun en tire quelque chose et je me suis dit que ce serait joli pour les événements à venir et pour celui-ci de faire quelque chose d'un peu fédérateur. Alors vous allez comprendre, pas tout de suite, mais vous allez comprendre. Je voulais proposer à chacun d'entre vous de dessiner très vite, mais vraiment très vite. Le but, c'est pas de faire quelque chose de beau, c'est surtout symbolique que chacun dessine ce qui le rend heureux, tout simplement. Donc, si vous n'avez pas de papier, pas de crayon, vous le faites mentalement, hein, parce que je suppose qu'Alban n'a pas de papier, pas de crayon sous la main et que toi non plus, Jean-Michel, quoique. Et ah, Ah, j'en si ai j'ai du bossé. papier, les stylos sont jamais loin. Et donc, bah, je vous propose chacun de faire un petit dessin très 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 rapide de ce qui vous rend heureux, d'une chose, enfin d'une chose, une situation, peu importe, qui vous rend particulièrement heureux. Donc, bah, allez-y. Et une fois que ça se sera fait, eh bien, si vous voulez bien le partager, ne serait-ce que oralement, à défaut de le montrer, ça peut être intéressant. Alors, si, comme moi, on a des talents à peu près nuls en dessin, comment Oui. on fait? On s'exprime par les mots? On s'en moque. Ce qui compte, c'est la symbolique. Ce qui compte, Mhm. c'est que ce soit acté.
Donc, même mentalement, fais-le mentalement. Tu n'es pas obligé de dessiner. Dans ta tête, tu dessineras beaucoup mieux qu'avec ta main, peut-être. Certainement. Alors, vas-y, ça marche aussi. Et quand tu as trouvé ton idée, eh bien, partage-la nous si tu le veux bien. Et pour vous dire, ben, moi, personnellement, c'est le soleil. J'ai dessiné un soleil. Non, c'est incroyable, c'est la première chose que j'ai dessinée, Isabelle, hein. La toute première chose qui m'est venue spontanément, et je me suis dit, si j'avais réfléchi, je pense pas que j'aurais dessiné ça, mais là, la première chose qui m'est venue spontanément, c'est de dessiner un soleil. Après, je dessine des choses dessous, mais la première chose que j'ai fait, c'est dessiner un soleil. Mais oui, voilà, par exemple. Moi, j'ai pensé à l'eau. J'adore l'eau. L'eau, L'eau. Ah oui, ouais. aussi. J'ai pensé Mais l'eau à sans soleil. l'océan. Pardon? L'eau sans soleil. L'eau sans soleil, ouais. Mais le fait d'être dans l'eau, pour moi, je me sens dans mon élément. Je me sens très, très bien dans l'eau et j'ai pensé tout de suite à l'eau. Pas la pluie, mais l'eau. Ben oui. Et en fait, ce que je trouve très intéressant dans ce petit exercice, c'est qu'on se rend compte quand on est plus nombreux que finalement, on est beaucoup à avoir la même conception du bonheur. Tu vois, là, par hasard, Alban a fait un soleil et par hasard, on ne s'est pas concerté avant, Non. vraiment pas. Ben, pour moi aussi, c'est un soleil. Pourquoi Alban, le soleil, je ne sais pas. Moi, parce que c'est quelque chose de chaud qui me réchauffe, qui me ramène aussi où j'ai grandi, qui me fait du bien au final. Et quand je vais pas bien, c'est vrai que d'avoir du soleil, le rayonnement du soleil contre moi, c'est une lumière, c'est une chaleur, ça réconforte, c'est chaud. Et après, éventuellement, plonger dans l'eau. Mais voilà, c'est une nécessité. Et on se rend compte que finalement, euh, et c'est très intéressant de, de ça, de voir les ultrasensibles, qu'est-ce qui les réunit. Et on se rend compte que finalement, on a tous ce rattachement, soit à la nature, soit à des émotions fortes. Et c'est très parlant au final. Et toi, Alban, pourquoi le soleil? Bah, c'est sûr que ça peut pas être pour les raisons les mêmes que toi, parce que ça n'a rien à voir avec l'endroit où j'ai grandi, parce que moi j'ai grandi dans la région parisienne dans les années 80 et il devait y avoir 20 jours d'ensoleillement par an, donc, donc ça ne m'emmène pas là où j'ai grandi. Non, ça c'est sûr. Mais je sais pas, oui, pour le côté chaleureux, bon, je pense qu'on est peut-être, enfin, je pense que, enfin, il y a plein de choses qui se bousculent là dans ma tête, en fait. Je me dis que peut-être j'ai capté aussi ce que tu as fait toi, je me suis dit, enfin, je sais pas, hein, peut-être par télépathie ou par, voilà, pour être connecté un peu à la même chose, peut-être aussi parce qu'il fait froid en ce moment, donc voilà, le soleil, c'est sûr que c'est ce qui réchauffe et qui rend particulièrement. Après, c'est vrai que je remarque aussi, et c'est de plus en plus criant en vieillissant, c'est que l'impact enfin, de voir le ciel bleu, de voir le soleil, ça me met vraiment dans un tout autre état intérieur que de voir un temps gris, par exemple, avec un ciel bas. Et ça, c'est vrai que bon, j'étais très déconnecté de mon corps quand j'étais jeune, hein, quand j'étais adolescent ou jeune adulte. Mais à cette époque-là, pour moi, j'ai l'impression qu'il pouvait faire n'importe quel temps, c'était pareil, quoi, à peu près. J'aimais bien la neige, quand même. La neige, ça a toujours été particulièrement quelque chose que j'aime, qui est tout doux, qui feutre, qui met comme un tapis de douceur un peu partout. Mais par contre, le soleil, la pluie, ça changeait pas tellement mon état, alors que maintenant, c'est très, très criant, que vraiment ça change mon état. Bon, je peux aimer le bruit de la pluie et tout ça, mais de voir le ciel gris, sombre, bas, ça réduit quand même mon horizon intérieur, alors que quand je vois le soleil et le ciel bleu, ça me met en joie. Donc je pense aussi qu'il y a une certaine logique à ça d'avoir instinctivement mis le soleil en premier lieu, en plus, parce qu'après j'ai pensé à d'autres choses, mais la chose centrale qui m'a paru capitale de dessiner en plein milieu de ma feuille, en plus, c'est le soleil. Et toi, Jean-Michel? Et tu peux nous montrer le soleil que tu as dessiné, Alban? Par curiosité. Oh, il est nul, hein? Enfin, j'ai qu'un Pour voir. stylo bic, alors j'ai pas fait un truc, je veux dire,
On voit sur le même J'ai mis niveau un de dessin. soleil, voilà, avec des personnes dessous qui Ouais. se tiennent la main, et puis on peut penser qu'elles dansent parce qu'il m'est venu la musique. Alors j'ai mis des notes de musique, je sais même pas si ça se voit parce que j'ai fait des pattes de mouche, je me rends compte là en le montrant. Et voilà, j'ai mis de la musique, de la danse, du partage, de la joie, des gens qui se tiennent la main, main dans la main, et puis qui sont ensemble, et puis sous le soleil. Mais le premier élément, c'est vrai que c'était le soleil, et donc très schématique avec un stylo bic, hein, donc un rond avec des. Mais je suis rassuré quant à mon niveau de dessin. Merci beaucoup, Alban. Non, moi, j'ai pensé à l'eau. J'adore les étendues d'eau. Alors, le soleil aussi, mais la première idée qui m'est venue, c'était vraiment l'horizon, des larges étendues d'eau, ça m'apaise. Et puis, être aussi dans l'eau. J'aime beaucoup être immergé dans l'eau. Et puis, il y a une sorte de calme, une sorte d'isolement, mais je dirais apaisant. Voilà. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup l'eau. Et ça me rend très, très heureux. Et quand il y a du soleil, c'est encore mieux, évidemment. C'est le top. L'eau et le Voilà. soleil. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tous ceux qui écoutent et qui regardent fassent l'effort de faire ce petit dessin, qu'il soit beau, qu'il soit pas beau, peu importe, le prennent en photo et l'envoient pour qu'on puisse faire une sorte de mur du bonheur qui serait en fin de compte une sorte de mur une sorte de galerie, voilà, je cherchais le mot, une sorte de galerie que chacun pourrait compléter au fil du temps, montrant que finalement on n'est pas seul dans toute cette aventure et que de voir tous ces petits bouts de bonheur ensemble, on se rend compte que finalement on est aussi fédérateur du bonheur que l'on va apporter à l'extérieur. Et je trouvais ça beau et je me disais que pour l'Observatoire de la sensibilité, pour Surdouessance, c'était magnifique également de voir à combien cette communauté grandit, combien elle peut apporter et en plus ce sera joli à voir. Et ce petit dessin, moi je conseille fortement de le garder aussi, même s'il n'est pas beau, ou cette image mentale, de la conserver parce que dans les mêmes moments où on ne se sent pas bien, c'est toujours important de se remettre face à quelque chose de positif, de se raccrocher à une émotion qui est autre. Ça peut être un geste, je connais des personnes pour qui, par exemple, mettre la main sur la joue, comme ça, c'est pas grand-chose, mais ça les apaise, ça les ramène à Oui, ça peut tout eux-mêmes. changer, ça. Avant, toi, je crois que tu te fais des petits câlins dans le cou. Oui, mais la main sur la joue, déjà, ça peut être déjà pas mal. Mais je la mettrais plutôt spontanément sur la nuque, parce que là, je trouve que ça apaise encore plus, de façon encore plus nette. Exactement. Et voilà, en fait, c'était la petite idée de ce que je voulais partager, qu'il reste quelque chose de tout cet événement, mais quelque chose qui grandisse et qu'on se rende compte qu'on n'est pas seul, loin de là, et que les choses changent, qu'elles évoluent. Et si on veut encore approfondir, je me disais que ce petit soleil que tu as dessiné ou que cette eau magnifique que tu as faite aussi, il y avait moyen de la transformer, que ce soit par une sculpture, que ce soit par une gestuelle, comme mettre la main là, ou voilà, mais de transformer ça. Et si les gens ont envie de le faire, eh bien qu'ils le fassent et qu'ils l'envoient aussi en photo. Ça peut être intéressant et beau, et de voir après les points communs, qu'est-ce qui unit tous ces ultrasensibles, etc. Je trouvais ça je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Là, je suis bavarde et je ne m'arrête plus, mais justement, aidez-moi, dites-moi ce que vous en pensez. C'est une super idée, hein, le mur du bonheur. Mais je trouve que, bon, je sais pas après si on peut mettre des photos en commentaire sur YouTube, parce que j'allais dire sous la vidéo, vous pouvez mettre toutes vos vidéos, vos dessins, enfin vos vidéos. Du coup, je vais loin, je fais carrément la vidéo, enfin vos photos, vos dessins, comme ça en commentaire, pour faire dans le fil des commentaires sous la vidéo, là, un mur du bonheur virtuel, en attendant mieux, hein, d'avoir des occasions de le faire de manière euh, plus, euh, plus belle, hein, un peu plus esthétique en tout cas, mais ça peut déjà être bien à Ou voir même si sur Messenger, sur l'Observatoire de la sensibilité via Messenger. via Facebook, oui. Ouais, c'est ça. Pourquoi Oui, pas? sur le mur Facebook de l'Observatoire, ou, oui, voilà.
Tu parlais, Isabelle, de l'isolement des personnes hautement sensibles. Je pense que, sauf erreur de ma part, il y en a 30 ou 40% dans la population. Donc ça me paraît quand même un nombre assez considérable. Donc il y a ceux qui s'expriment et qui le disent, puis il y a ceux qui se cachent et qui essayent de blinder un peu leur personne. Mais je pense que le message que tu proposes, Isabelle, il est beau parce que c'est une forme d'expression sans un mot, c'est un dessin. Et donc si on a 30 ou 40% de personnes hautement sensibles dans la société, ça leur permettrait de s'exprimer à travers un dessin. Exactement, exactement, c'est une prise de conscience quelque part. C'est une prise de conscience et comme le dessin qu'Alban a fait, c'est se tenir tous par la main et, euh, et aider à s'élever et à faire que les choses avancent et changent. Tout à fait, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans l'entrepreneuriat en nous-mêmes, parce que je trouve qu'on est quand même une grosse entreprise à nous tout seuls. C'est vrai. Il y a tellement à faire que finalement, voilà. Je voulais aussi ajouter quelque chose, si vous voulez, c'est que j'avais fait une petite liste des émotions qu'on pouvait, enfin, de ce qui caractérise, entre guillemets, l'ultrasensibilité. Et j'en avais fait, si vous voulez, les atouts et les actions pour pouvoir changer tout ça. Parce que souvent, c'est vrai que c'est parfois mal perçu quand on dit les émotions profondes, intenses. Bah, pour moi, je trouve que c'est une source de créativité. Au contraire, Tout à fait. c'est de là que naît la créativité. C'est un atout. Ça peut être canalisé dans des formes d'expression, qu'elles soient entrepreneuriales, qu'elles soient artistiques, qu'elles soient familiales. Donc, bah, je pense qu'il ne faut pas hésiter à utiliser l'intensité de toutes ces émotions pour créer, pour inventer, pour écrire, pour faire du bien autour de soi. Et j'ai mon chat à côté qui me fait des miaou, il approuve totalement. On a l'empathie élevée aussi. Mais ça crée, à mon sens, oui, c'est pas toujours facile à vivre, mais au final, quel cadeau génial, parce qu'on comprend mieux l'autre. Donc, ça crée des relations beaucoup plus profondes, beaucoup plus sincères. C'est encore un atout, que ce soit dans le cadre professionnel ou privé, c'est un atout qu'il faut savoir apprivoiser. Il faut pas se laisser submerger, du moins un temps et pas tout le temps. Mais c'est encore une fois une magnifique clé que l'on a en nous. La sensibilité aux détails, c'est aussi quelque chose de merveilleux d'avoir des perceptions qui sont si fines, parce qu'au final, tout le monde ne les ont pas. Ça permet ça aussi dans le travail ou dans la vie de percevoir ce que les autres ne voient pas forcément et de mettre le doigt là où il faut, d'avancer et encore une fois de trouver des solutions, voire d'aider là où il y a une impasse. Enfin, je veux dire, pour moi, tout ça, ce sont des atouts. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Alban, t'en penses quoi? Ah bah, évidemment, moi, je trouve ça, bah, évidemment que je suis complètement en phase avec ce que tu dis, puis je trouve que tu te dis particulièrement bien. Oui, mais j'ai réfléchi avant de le dire. Après, je trouve aussi qu'il y a la conscience émotionnelle. Je trouve que c'est énorme, cette conscience émotionnelle. Pourquoi? Parce que, on a le courage de regarder en nous. Et c'est vrai que souvent, on pointe nos côtés sombres, mais il faut aussi que l'on voit nos côtés, lumineux, et ils sont nombreux. Il n'y a jamais plus d'ombre que de lumière, il y a toujours un équilibre qui doit être créé. Et donc je trouve que c'est formidable déjà pour l'auto-évaluation et ça peut nous aider justement à plein de choses. Avec les autres, dans la relation professionnelle aussi, on peut mieux appréhender, comprendre ce que l'autre ressent, mais du fait qu'on se comprend mieux, on peut aussi s'auto-évaluer et ne pas tomber, agir pour ne pas tomber malade. On sait, je suis pas sûre de m'exprimer correctement là, mais ce que j'essaye de dire, c'est que cette Si, tout à fait. auto-évaluation, elle est la porte ouverte, tout simplement, euh, pour transformer toutes les expériences émotionnelles que l'on a en leçons de vie. Et c'est fabuleux parce que c'est par là que passe l'évolution personnelle et c'est comme ça qu'on grandit. Ça Je peut être pense pris en compte.
dans l'éducation avec les enfants, par exemple. Ouais, c'est très, 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 très intéressant. Isabelle, je pense que tu parles d'accueillir la sensibilité plutôt que de la subir. Il y a une forme d'interaction réfléchie avec la sensibilité. Donc, il y a une Mais forme oui, d'acceptation de soi, de ses émotions, et puis pour tenter justement de concilier, comme on disait tout à l'heure, avec le monde. Donc, il y a une forme de maîtrise quelque part, peut-être pas de gestion, une forme une forme de maîtrise, d'acceptation de sa sensibilité, et ensuite une forme de créativité maîtrisée. Voilà. On n'est pas dans la réaction, on est dans la construction, la co-création avec les autres. oui, tout à fait. Tout à fait, c'est ce qui me semble. Je pense qu'on est plein d'atouts et que tous ces atouts, il faut apprendre justement à les maîtriser, à les apprivoiser. Et comme on apprend à faire du vélo pour après pouvoir aller à toute vitesse, eh bien, il faut apprendre à maîtriser sa sensibilité pour justement pouvoir changer le monde, pouvoir avancer, pouvoir apporter, tout simplement, s'apporter à soi et en même temps apporter aux autres. C'est essentiel et c'est un grand atout. C'est il ne faut pas se débarrasser de cette hypersensibilité ou la cacher, il faut l'utiliser à bon escient, l'accepter, vivre avec et ne pas en faire tout un monde au final, parce que c'est un don, c'est un cadeau et c'est merveilleux. Ça, notamment, je témoigne encore de ça, parce que quand tu dis ça, que, que c'est merveilleux, c'est sûr, et je pense qu'on on ne dit pas assez à quel point, enfin je veux dire dans le grand public, mais c'est vrai qu'hier, il y a eu beaucoup de témoignages sur les réseaux à l'occasion de la journée mondiale de l'hypersensibilité, de gens qui étaient fiers de leur hypersensibilité et qui disaient à quel point ils la trouvaient merveilleuse, inspirante, à quel point c'était un atout avec des exemples assez concrets. Enfin, c'est merveilleux le raz-de-marée, je veux dire, mais le raz-de-marée, c'est pas forcément positif. Alors, la déferlante, on va dire, qu'il y a eu hier sur les réseaux de témoignages comme ça, il y avait un côté sensitivity pride comme ça que j'ai trouvé vraiment bluffant, parce que c'est la première fois que je voyais ça comme ça. Il y a vraiment des milliers de personnes, hein, donc je le sais parce qu'elles ont tagué l'observatoire, ou des fois moi aussi personnellement dans les publications. Et on avait vraiment une déferlante de gens qui disaient vraiment à quel point un grand renfort de smiley tout en couleur et tout ça, à quel point vraiment elles étaient fières de leur hypersensibilité, à quel point elles en étaient euh, comment on pourrait dire, enfin, ce que tu disais, enfin, à quel point tu trouvais que c'était des dons, des atouts et dans toutes sortes de choses différentes et à quel point c'était quelque chose qu'elles vivaient comme une richesse, comme quelque chose donc qui faisait partie de leur identité, qui était clairement assumé et voilà, qui était mis comme ça avec beaucoup de fierté. On retrouvait beaucoup ce mot, la fierté, c'est ce qui m'a fait penser à une sensitivity pride, parce qu'il y avait beaucoup de fierté, de l'hypersensibilité et avec beaucoup de gens qui disaient aussi que pourtant, hein, ils en éprouvaient aussi des fois les côtés négatifs, mais que c'était que c'était finalement pas grand-chose. Enfin, que ça valait la peine vu tout le positif que ça pouvait apporter aussi, même si on ne va pas tout peindre en rose. Il y a aussi des moments où forcément notre hypersensibilité nous amène à vivre les choses très intensément, qu'elles soient positives ou négatives. Mais voilà. Mais enfin, ça, c'était vraiment enfin, ça faisait vraiment beaucoup de bien. Hein. C'était vraiment très euh, positif, j'allais dire, mais chercher un meilleur mot, hein, parce que enthousiasmant, c'est ça, c'est ce mot-là que je cherchais. C'était vraiment très enthousiasmant de voir tous ces témoignages-là de gens apparemment avec des profils très différents et qui disaient voilà, ce que tu viens de dire très bien, Isabelle, c'est à quel point c'était un atout et à quel point c'était merveilleux d'avoir cette sensibilité-là et à quel point ça nous rendait plus vivants, plus conscients, plus vibrants. On retrouvait beaucoup ces notions-là dans les témoignages. Moi, je pense qu'il faut oser. En fait, je sais que je la vivais très mal, cette sensibilité, jusqu'au moment où j'ai osé. Oser m'exprimer, oser, parce que oser s'exprimer, hier, bah, par exemple, j'ai eu encore pendant un cours, j'ai une maman qui, enfin, c'est une maman, mais c'était surtout une femme élève qui est venue et qui me disait, mais écoute, Isabelle, est-ce que tu aurais un conseil? Parce que j'arrive pas à prendre du temps pour moi, je ne sais pas comment faire.
je me retrouve débordée, il y a les enfants, il y a ci, je me dis je vais le faire et au final, j'ai plus l'énergie, je ne le fais pas. Et je lui ai dit, mais ose, tout simplement, exprime. Je lui ai dit, si tu n'oses pas, que tu ne l'exprimes pas, ça ne viendra pas. Déjà, rien que le fait de le verbaliser, de dire, bah, écoutez, maintenant, j'ai besoin de 5 minutes pour moi. C'est pas grand-chose. Mais en disant, j'ai besoin de 5 minutes, on acte la chose. Ce qui fait que les autres l'entendent. Et nous, si on n'a pas forcément l'envie, l'énergie, c'est déjà qu'on est encombré. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, on l'a affirmé. Bon, bah maintenant, le temps de 5 minutes qu'on a affirmé, il faut bien qu'on le prenne. Donc, on le prend et on se rend compte qu'au final, bah, ça va beaucoup mieux. Donc, oser, c'est dans tous les sens du terme, c'est-à-dire autant pour s'exprimer verbalement, autant pour dire et admettre ce qu'il y a qui nous fait du bien, ce qui ne nous fait pas de bien, ce qu'on doit changer. C'est vraiment verbaliser, aller vers l'essentiel, oser être, tout simplement. Oser. Je pense que c'est le mot le plus important qui me viendrait en conclusion. Oui. Capital, oser. Oser, c'est ouvrir la porte. Alors des fois, parce qu'on a peur des choses peut-être pas très sympas qui vont rentrer, on n'ose pas ouvrir la porte. Mais si on n'ose pas ouvrir la porte, on va pas recevoir non plus les trucs bien. Donc c'est vraiment dommage et ça vaut la peine C'est d'oser. ça. Et Et puis la la vie, de toute façon, c'est oser, hein, puisque la vie, je veux dire, il y a une part de risque permanent et une part de miracle permanent. Et si on n'ose pas, ben ouais, c'est un peu, on est dans un déni de vie, un peu dans quelque chose qui manque de la saveur véritable qu'a notre vie. Donc c'est vraiment dommage et vraiment, on ne peut donner mieux message que celui que tu viens de donner, Isabelle, c'est-à-dire d'inspirer, d'encourager à oser. oui. C'est ça. Merci Alban. C'est ça, ça me paraissait capital et j'ai remarqué que c'était vraiment un point commun à tous, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes. Les enfants parce qu'ils ont tendance scolairement à être mis avec certaines limites, il faut. Et nous, en tant qu'adultes, eh bien, on se pose les mêmes limites, il faut. Et finalement, bah, si on osait, donc voilà, c'est la porte ouverte à tous les changements et, euh, et pour répondre à tous nos besoins, tout simplement. C'est la porte ouverte à l'équilibre, il me semble. Il y a une chose qui m'a interpellé, c'est le temps qu'on s'accorde à soi. C'est-à-dire que pour ma part, pour rebondir à ce que tu disais, sur mon agenda, je me mets un rendez-vous avec moi-même chaque jour, de trois quarts d'heure, une heure et demie si je peux. Et c'est notamment pour me balader ou faire du sport. Donc, j'ai besoin de bouger pour éprouver, pour me ressentir en vie, et pour évacuer parfois certaines tensions. Donc, s'écouter et passer à l'action. Donc, s'organiser. Je pense que la discipline sert aussi à l'expression de soi. Donc, s'autoriser un peu de temps par jour, c'est aussi salvateur, je pense. Et ma félicitation. Merci beaucoup. Mais en tout cas, moi, je vous remercie pour tout ce temps qu'on a passé ensemble. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir échangé de la sorte. Plaisir partagé, Isabelle. D'habitude, on se voit, donc c'est une première en visio. Hein. Et, c'était un plaisir. Merci Alban encore pour l'invitation. C'était vraiment Merci à vous deux, c'était un grand plaisir pour moi aussi et j'espère pour toutes les personnes qui vont nous regarder et nous écouter. Et puis donc merci, ben, nous on va se retrouver tous les trois à Ferney-Voltaire pour le Oui, week-end prochain. Alors je voudrais dire un petit mot justement à côté de Ferney-Voltaire, parce que c'est vrai que quand on parle de Ferney-Voltaire, ça, c'est peut-être pas très connu comme ville, une petite ville. Et donc, du coup, je voulais préciser que c'était pas un endroit isolé, très difficile à joindre. Au contraire, c'était en France, mais vraiment tout près de l'aéroport de Genève. Et quand je dis tout près, c'est vraiment, il y a juste la frontière entre. Hein. Donc, c'est vraiment, c'est 10 minutes en voiture, quoi. Hein. C'est vraiment encore, je sais même pas, peut-être un peu moins. Donc, c'est vraiment juste à côté de l'aéroport de Genève. C'est pas loin du tout non plus de, de la gare de Genève. Et puis, c'est pas loin du tout non plus de Lyon. C'est Mhm.
Donc, voilà, je sais pas exactement, mais 1 heure et quelques minutes de Lyon, si ça circule bien et si tout va bien au niveau de la circulation. Donc, en tout cas, c'est un nom peut-être que vous ne connaissez pas, Ferney-Voltaire, mais c'est pas pour autant que c'est un endroit isolé, c'est un endroit très accessible, près de grandes villes. Et j'allais dire un peu ni en France ni en Suisse, parce que c'est vraiment à la frontière comme ça. Donc voilà. Et donc, il y a encore des places si vous voulez réserver. Puis donc, nous retrouver, notamment donc Jean-Michel et Isabelle qui étaient avec nous et plein d'autres personnes pour un programme où on peut assister aussi bien en résidentiel, puisqu'il y a possibilité de prendre des chambres sur place qui sont déjà réservées donc, par l'Observatoire et aussi de venir comme ça, faire des allers-retours ou venir sur une seule journée. Enfin voilà, il y a un programme que vous pouvez trouver sur le site de l'Observatoire de la sensibilité, donc lasensibilité.com, c'est le site de l'Observatoire, et le site de Surdouessance. Donc voilà. Et merci beaucoup à vous et à tout bientôt donc pour d'autres aventures. De toute façon, on reste je pense, beaucoup en contact, que ce soit les personnes qui nous regardent ou qui vont nous regarder, en tout cas ces jours-ci, hein, d'ici Ferney-Voltaire, ou que ce soit nous trois. Merci encore, Alban, et puis au plaisir d'échanger le 19, le 20 et le 21 prochain en personne. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel. Et Ben, merci à très Isabelle. bientôt. Au revoir. À bientôt.